Les carnets de l'apothicaire, c'est trop bien, et ça l'est d'autant plus quand on sait que ça s'ancre dans un contexte historique réaliste. Mais ça, je vous en parlerai juste après. D'abord, voyons pourquoi il s'agit d'un banger du point de vue de ce que ça raconte et de comment ça le raconte. Bon, je vais pas vous mentir que quand l'anime est sorti, il a pas fallu longtemps pour me convaincre de le regarder, parce que... voilà quoi. Par contre, fallait encore me convaincre que l'anime était à la hauteur du manga. Donc j'ai enfilé mon plus bel habit plus ou moins chinois, et j'étais prêt pour regarder. Et est-ce que l'anime était à la hauteur de mes attentes? Non. Enfin, c'est pas un nom catégorique, car dès le début j'ai trouvé ça très bien, mais c'est juste que j'ai pas ressenti le même sentiment que la première fois où j'avais lu le manga. Est-ce que c'était parce que j'avais trop d'attentes? Est-ce que c'est que j'ai pas trop aimé le fait que l'anime replace directement tout le contexte? Je sais pas, mais en tout cas j'ai pas été autant pris dans le truc. Car ce qui m'avait surtout marqué dans le manga, c'est cet aspect très vivant. La maladie semble vraiment dangereuse, l'insalubrité des rues te donne vraiment ce sentiment d'insécurité, et même si très souvent il se permet des phases plus cartoonesques, elles ne te sortent jamais de la difficulté de la vie ou de la pression des saisons et du temps qui passe. Alors que dans l'anime, tout est trop beau et trop parfait. C'est bien détaillé, hein, y a pas de souci là-dessus, mais ça manque de vie, et ces grands espaces vides sont sûrement plus jolis et mieux ornés, mais perdent du charme par rapport à la modestie des décors du manga. Tu rajoutes à ça le fait que la mise en scène est un peu plate et tu te retrouves avec quelque chose qui fait un bon taf sans être particulièrement transcendant. Pour faire la comparaison avec un autre animé, j'aurais pour le coup vu une atmosphère beaucoup plus proche de ce que nous délivre Yuka, c'est-à-dire quelque chose ne cherchant pas à aller dans le grandiose avec des paysages toujours plus impressionnants, mais pour qui un simple pont en bois sous la neige ou une salle de lycée vaguement éclairée par le soleil suffit. Mais il s'est avéré que ma déception n'allait être que de courte durée. Alors non, les faiblesses que je viens de citer ne sont pas évaporées soudainement, mais elles ont été compensées par autre chose. Un aspect qui est pour moi le plus gros point fort que l'anime apporte, la musique. Car là où je pouvais être un peu déçu des visuels, il n'y avait aucun moyen que j'en dise autant de la soundtrack, qui est le parfait reflet de son anime. A commencer par l'OST, qui, et je pense que ça surprend personne d'avoir enseigné, est l'œuvre de Kevin Penkin. Kevin Penkin qui nous sort encore une fois un travail de légende, comme il avait pu le faire sur Made in Abyss et Tower of God. Et si, contrairement à tout le monde, je le considère pas comme le plus grand compositeur d'OST et d'anime ever, je suis forcé de constater qu'il ne loue jamais, et les carnets de l'apothicaire ne fait sûrement pas exception. Que dire de toutes ces musiques à part qu'elles sont un pur concentré de tout ce qu'est l'anime. Elles ont toute cette vibe très Shin classique avec beaucoup d'instruments anciens et de chœurs sans jamais en faire des caisses sur le côté traditionnel et toujours avec l'ampleur des grandes soundtracks d'anime. Elles arrivent toutes à prendre une place de premier plan sans pour autant recouvrir l'action et te donnent vraiment l'impression d'y être, car quand on te met cette musique et qu'on te dit t'es un banquet à la cour impériale de Chine au Moyen-Âge, tu peux pas faire autrement que de dire oui, c'est vrai, t'es vraiment plongé en immersion. Et malgré qu'il ne m'ait pas forcément convaincu au début, je trouve que l'opening et l'ending n'ont pas à rougir, car ils sont aussi super chacun dans leur catégorie, que ce soit cette musique très dansante sur de magnifiques visuels fleuris, ou bien cette chanson douce amère qui conclut bien chaque épisode. Je pense qu'une des raisons pour laquelle le manga et l'anime par extension marchent si bien, c'est aussi parce qu'il adapte parfaitement son support d'origine. Alors, je m'apprête à parler un peu au pif, parce que pour le coup, j'ai pas vraiment lu le light novel. Mais une critique qui revient très souvent sur la plupart des adaptations de nouvelles, c'est que justement, c'est une mauvaise adaptation. Par exemple, aucun fan d'une nouvelle de Classroom of the Elite ne va jamais venir te dire que l'anime fait un bon taf, ou alors il est vraiment dans le déni. Et de ce que j'en pense et du peu que je sais, ici, on est vraiment dans le cas d'une adaptation réussie. C'est extrêmement difficile d'arriver à retranscrire un format manuscrit en une œuvre imagée, car ça revient à considérer que tu renies tout ce que les lecteurs se sont jamais imaginé de ton histoire pour leur imposer une vision unique, la vision de l'auteur. Imaginez seulement avoir l'image pendant des dizaines de tomes d'un personnage grand avec des cheveux blonds et longs pour qu'au bout de tout ce temps, on te dise qu'en fait depuis le début c'était un abo chauve. Et bah la réaction d'un humain normal serait plutôt de rejeter ce qu'on lui dit comme la réalité, car ce n'est pas sa vérité. Et en général, ce qui crée cette vision personnelle de l'histoire qui nous est décrite, c'est une atmosphère qui nous est également personnelle. Moi par exemple, je sais que je vais avoir tendance à imaginer les événements comme ayant une vibe chill de fin d'après-midi, alors que pour d'autres personnes, l'image sera plutôt celle de l'excitation d'une journée d'été ensoleillée. J'ai aucune idée de si ça a une quelconque signification sur ma psyché, mais tout ça pour dire qu'en retranscrivant une histoire écrite, on doit aussi s'occuper de retranscrire cette atmosphère. Ce qui est probablement le plus galère, car il ne s'agit pas d'une information, mais plus d'un ressenti. Et c'est pour ça que je pense que les carnets de l'apothicaire est probablement une bonne adaptation, car c'est cette fameuse atmosphère qui fait toute la différence. On n'a pas juste l'impression d'être plongé dans un enchaînement d'événements indépendants qui se connectent à peine entre eux, on est clairement en immersion dans la vie quotidienne au palais impérial chinois, toujours avec cette espèce d'ambiance de début de soirée d'été qui pèse en permanence, même en plein jour. Bon, pour le coup, les couleurs font que c'est moins vrai pour l'anime que le manga, mais vous voyez où je veux en venir. Mais bref, tout ça, ça reste que des détails par rapport à ce qui fait passer cet animé de petits trucs sympas à Masterclass Jérôme, la goat, Mao Mao. Regardez comme elle est cool! Et cool! Y a vraiment un groupe très réduit de personnages que quand je les vois, je peux pas m'empêcher d'être un gros bébé tout content. Et Mao Mao en fait partie, parce que c'est la GOAT! Non mais soyons sérieux 2 minutes. Regardez comme elle leur a mis la misère, elle est trop cool! Ma oh ma oh ma oh ma oh ma oh ma oh! Mao 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 Mao! Et regardez, c'est Chinchi!
Bon, après cette longue introduction qui fait la moitié de la vidéo, je pense qu'il est temps de parler du contexte historique des carnets de l'apothicaire. Alors, la première chose qu'il faut établir si on veut comprendre la période historique dans laquelle se passe l'anime est qu'on ne peut pas donner une date précise des événements. Et oui, car contrairement à un anime comme Vinland Saga où on a des personnages historiques bien définis ainsi que des dates qui nous sont évoquées, ici certes on se place dans une période en particulier, mais celle-ci est loin d'être précise, et les péripéties qui nous sont racontées sont totalement inventées. Par exemple, le personnage de l'empereur de Chine est juste appelé l'empereur, et il n'est fait mention d'aucune figure importante de l'histoire. Donc, tout ce sur quoi on va pouvoir se reposer pour établir le contexte historique sont des approximations faites à partir des informations qu'on a sur la façon dont marche la société dans cet anime. Grosso modo, il va être question de s'intéresser à la place de la femme dans la société pour essayer de trouver à quel moment de l'histoire on en était le plus proche. Ce qui paraît un peu évident quand on sait que c'est genre le sujet de fond de l'anime. À partir de là, voici les informations que j'ai pu vous trouver. La quasi-totalité de l'anime se passe au palais impérial de Chine, dans ce qui s'apparente être la fin de l'Antiquité / le début du Moyen-Âge. On nous précise dès l'épisode 1 que l'action se déroule plus précisément dans la cour intérieure, où se trouvent environ 2000 concubines ainsi que 1000 eunuques et un nombre indéterminé de servants, le tout étant regroupé dans ce que l'anime appelle le harem impérial. Avec ces chiffres, on peut en déduire une chose. Ce fameux harem fait en réalité plutôt référence à une sorte d'administration féminine qui existait à l'époque de la Chine impériale, prenant à la fois en compte les concubines de l'empereur, leurs suivantes, les femmes gérant l'administration du lieu, les servantes s'occupant des tâches ménagères, etc. Pour autant, même s'il ne s'agit pas d'un harem à proprement parler, le terme est pour le coup très bien choisi, car il était utilisé de manière peu précise à l'époque pour désigner l'organisation composée des femmes dans le palais, allant de l'impératrice à la simple servante. Et comme dans l'anime, pour atteindre les plus hauts rangs, il fallait à la fois posséder beauté et statut, les personnages importants étant presque toujours des filles de grandes familles de l'Empire. Les plus hautes strates de cette administration étaient d'ailleurs bien souvent à un niveau égal aux fonctionnaires masculins. Elles pouvaient posséder leurs propres terres, avaient des salaires élevés, gérer ces mêmes terres avec leurs salaires sans être dictées par un homme, etc. Bref, globalement cette vision de la manière dont fonctionnait la cour intérieure et de la place que la femme s'y trouvait est étonnamment précise. Pour aller plus loin, on peut parler de ces fameuses 2000 concubines, un nombre qui peut paraître certes énorme, mais qui est en réalité plutôt une estimation basse de ce que pouvait vraiment être le harem impérial. Bien évidemment, l'empereur ne couchait pas avec chacune d'entre elles, mais le fait d'être un nombre aussi élevé permettait de montrer la vitalité de l'empereur et de la dynastie, même si la plupart des filles étaient plus proches d'un pot de fleurs dans ton entrée que de la possible mère du futur régent. Mais le fonctionnement du harem impérial n'est pas le seul à être fidèle à la réalité chinoise médiévale, car quand l'anime ne se déroule pas dans l'enceinte de la cour intérieure, c'est généralement qu'il est occupé à nous raconter ce qu'il se passe dans les bordels du quartier des plaisirs, notamment au palais vert de gris, une maison de prostitution dans laquelle Mao Mao a grandi. Ici, que ce soit dans l'anime ou la vraie vie, les prostituées ne sont pas juste là pour s'adonner à des plaisirs charnels, elles sont en un sens bien plus proche des geishas japonaises. C'est-à-dire que certes, elles peuvent coucher avec leurs clients, mais elles ont aussi toute une charge artistique. Elles chantent, dansent, jouent des instruments, peuvent écrire des poèmes, etc. Elles sont le plus souvent trouvées dans les catégories pauvres de la population, puis recueillies et éduquées par la tenancière, le seul moyen d'en sortir étant soit en se mariant à un client, soit en devenant concubine. D'ailleurs, si contrairement aux autres servantes de la cour, Mao Mao est lettrée, ce n'est pas plus car elle est apothicaire que par le fait que les courtisanes étaient le plus souvent alphabétisées. Ayant grandi parmi elles, ce n'est pas difficile d'imaginer qu'elles aient pu lui apprendre à lire et écrire. Mais bref, maintenant il va être question de savoir, à partir de ces informations, exactement quand ça se passe. Et d'après tout ce que j'en ai compris, l'anime se passe plus ou moins durant la dynastie Tang, à une période où les femmes avaient une place importante dans la société chinoise. Laissez-moi préciser à nouveau mon propos. Dans les dynasties qui ont précédé, mais surtout celles qui ont suivi, la place de la femme est réduite voire dénigrée. Et sans aller jusqu'à dire qu'elle était féministe et plaçait la femme comme l'égale de l'homme du point de vue de la société, la dynastie Tang avait au moins comme mérite d'essayer d'améliorer les choses. Cela en grande partie dû à l'apport de Wu Zetian, seule femme à n'avoir jamais été impératrice de Chine. Ainsi, on voit de plus en plus de femmes à cette période jouer des rôles importants, que ce soit des rôles politiques ou économiques. Mais les choses restent tout de même à relativiser, car la dynastie Tang marque aussi une augmentation de la place de la femme en tant que marchandise, avec une démocratisation d'une certaine forme de concubinage, où il était de coutume pour un homme de s'acheter autant de maîtresses qu'il le voulait, tant qu'il en avait les moyens. On voit alors que la façon dont la société marche est presque exactement celle dont il est fait le portrait dans l'anime. On a donc bien la place importante de la femme dans l'administration, le système de concubine qui s'applique donc pour l'empereur sous la forme de son harem, et cette même objectification de la femme comme pouvant être vendue, avec Mao Mao qui est littéralement vendu à la cour intérieure. Quelques autres détails viennent appuyer ma pensée que ça se passe à cette époque. Je citerai notamment les pieds bandés, effroyable coutume consistant pour une femme à écrabouiller ses pieds pour leur donner cette forme-là, et apparaissant globalement dans ces eaux-là de l'histoire, même si pas encore très développé à ce moment-là comme le précise l'anime. Mais après, malgré que ce soit plutôt accurate, faut pas non plus comprendre les carnets de l'apothicaire comme un portrait historique précis, car à plein de moments, l'anime se permet des fantaisies pour raconter l'histoire qu'il veut. Par exemple, je suis pas un expert en histoire de l'architecture, mais j'ai vraiment tendance à penser que la manière dont est représenté le palais impérial n'est pas du tout en accord avec le temps qu'il décrit. Dans l'anime, on est vraiment sur quelque chose de très proche de ce qu'était la cité impériale durant les dynasties Ming et Qing, soit durant l'époque moderne et contemporaine, alors qu'on aurait dû s'approcher plus d'un bâtiment comme le palais d'Aming de la dynastie Tang, où aujourd'hui on n'a plus que des cendres, mais qui était bien plus sobre dans ses palettes de couleurs et la majesté des édifices. C'est pour ça qu'il faut avant tout se rappeler que non, les carnets de l'apothicaire n'est pas une œuvre qui se veut historiquement précise. À vrai dire, c'est même pas une œuvre qui se passe dans notre monde, et les ressemblances avec l'histoire réelle sont plus proches d'un délire de l'auteur que d'une vraie recherche de fidélité historique. Enfin bref, au final, toute cette vidéo pour dire deux choses: les carnets de l'apothicaire est historiquement génial, et Mao Mao c'est la GOAT!